Bon après-midi, bienvenue sur les ondes de CKIA 88,3 FM. C'est Judith Petitpas qui est au micro. Vous êtes à l'émission Corps complice aujourd'hui en ce dimanche 25 mars. Je suis en studio avec Jean-Bernard Drapeau qui est toujours derrière la console et au choix musical. Jean-Bernard, bonjour. Et je suis en compagnie aussi de mon invité d'aujourd'hui, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Judith. Alors aujourd'hui, on a un thème qui m'est cher aussi, qui s'appelle le bégaiement dans le fond, parce que j'ai vécu auprès de gens qui ont eu ce problème-là durant une bonne partie de leur vie. Alors, on y va sur le topo dans le fond du bégaiement. Selon l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, le bégaiement n'est pas une maladie contagieuse ou un tic nerveux. Il s'agit d'un trouble complexe de la parole qui affecte les individus prédisposés héréditairement. Le bégaiement émerge entre 2 et 5 ans chez l'enfant qui a hérité d'un système de parole plus fragile. Certains croient à tort qu'il est causé par un traumatisme de l'enfance, le chatouillement, l'entraînement à la propreté ou l'entrée à l'école, ce qui n'est pas vrai. En fait, quelle que soit leur langue, leur culture ou leur classe dans la société, 4 fois plus de garçons que de filles sont touchés par ce problème de communication. Au Québec, c'est 4 à 6 % des jeunes et 1 % des adultes qui sont touchés par le bégaiement, et ce à des degrés divers de sévérité. Il se manifeste entre autres par des répétitions de sons, de syllabes, de mots, des prolongements de sons, des ajouts de mots inutiles et un manque d'enchaînement et de souplesse dans la production de la parole. Le bégaiement peut être accompagné d'efforts des yeux, des narines, de la bouche ou du corps. Par exemple, pour certaines personnes, une tâche aussi simple que commander un cornet de crème glacée peut devenir un véritable cauchemar. Par exemple, c'est Robert qui raconte que durant près de 20 ans, il a mangé des glaces à la vanille, pas parce qu'il aimait particulièrement la vanille, mais parce qu'il savait que, il raconte, je savais que je bloquerais immanquablement sur le mot chocolat, pourtant j'adore le chocolat. Le bégaiement est donc un problème de mécanique de la parole, c'est un problème de coordination motrice. Les personnes qui bégayent sont sensibles au stress, à la fatigue, aux émotions et à l'excitation. Il est aussi vrai que le bégaiement s'atténue ou disparaît quand la personne parle automatiquement, entre guillemets, par exemple sous l'effet de la colère. Il en est de même lorsque la personne chante, change sa voix, récite un texte par cœur, joue un rôle ou parle à un animal. Selon l'association Parole Bégaiement, qui est une association pour les gens qui bégayent en France, le bégaiement a longtemps été vu, et l'est encore par certains, comme purement psychologique, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Même s'il ne l'est pas, il peut avoir quand même un gros impact sur la personne ou dans la vie de la personne. C'est d'autant plus une souffrance que le bègue peut entrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que le fait de faire des efforts constants d'articulation et de concentration pour se faire comprendre peut l'amener à accentuer involontairement le bégaiement. Excusez-moi. On dit qu'il n'existe pas aujourd'hui d'accord général sur l'apparition du bégaiement et aucune théorie n'est universellement admise. Donc, il reste encore beaucoup de flou scientifique autour de cette difficulté. Parmi les personnalités bègues célèbres qu'on a connues, on retrouve entre autres Moïse, qui est le fondateur du judaïsme. On retrouve aussi Aristote, qui est un philosophe grec, Albert Einstein, qui est un physicien très connu, Marilyn Monroe, une actrice américaine, et Bruce Willis, un acteur américain. Alors, en dépit de tout ça, aujourd'hui, on reçoit Françoise. Françoise qui est une retraitée du domaine de la documentation et de la gestion des études à l'Université Laval et qui, elle, est une femme qui est atteinte de bégaiement depuis son tout jeune âge et qui va nous raconter un peu son histoire au retour de la pause musicale. Alors, je vous envoie tout de suite en pause musicale avec Sonic Youth et la chanson Rain King. De retour à Corps complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Alors, toujours en compagnie de Jean-Bernard Drapeau et de notre invitée d'aujourd'hui, Françoise. Je répète aussi le nom de la chanson qui vient de passer. C'était Sonic Youth avec la chanson Rain King. Donc, le bégaiement, on en a parlé beaucoup il y a quelques années, ou un ou 2 ans à peu près, alors qu'il y avait le film Le Discours du Roi. Donc, j'aimerais ça, Françoise, que tu nous dises un peu comment est apparue la difficulté, le bégaiement chez toi. Bon, alors évidemment, c'est très loin dans ma tête. Hein? Je crois me souvenir que c'est vers l'âge de 9-10 ans. C'est un moment où j'ai pris conscience de mon identité. OK. Évidemment, c'est quoi au juste que ça veut dire dans une tête d'enfant? Ben oui, c'est ça, à 9 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Alors, moi, en tout cas pour moi, ça voulait dire d'où est-ce que je viens, à qui j'appartiens, puis suis-je à la bonne place? C'était ça que je me posais comme... Tes 3 questions, c'est ça. Hein?
Maintenant, pour qu'on sache un petit peu de quoi je parle, il faut que je remonte un tout petit peu dans le passé sans aller trop dans les détails. Alors, donc, je viens d'une lointaine campagne du Québec. Oui. Je suis issue d'une famille de 12 enfants. OK. Une pauvre, évidemment. Ma mère est morte, j'avais 2 ans. OK. Et comme je viens de le dire, mon père était très pauvre, alors il a dû, on dirait, comme répartir les enfants entre les mononcles et ma tante. OK. Ça se faisait beaucoup à les l'époque. voisins, ça se faisait beaucoup pour aider, évidemment, pour aider la famille. Alors, donc je suis allée chez un voisin qui restait à peu près à 1 000, on va dire 2 kilomètres. Et donc, j'étais bien là, c'était une bonne, ils étaient tendres, ils étaient aimants, ils voulaient mon bien et tout. Mais mon père avait dit, je veux aucune adoption officielle parce que il s'était dit, il nous avait dit, le jour où ça ne fonctionnera plus ou qu'elle voudra revenir ou que je verrai, je sais pas, un problème, elle pourra toujours revenir. OK. Donc, ton père avait dit, si jamais toi tu veux revenir, oui, tu pourras revenir. Exactement. Okay. Bon, même si j'étais bien jeune, là. Oui, bon. oui. Alors, sauf que vers 9 ans, mon père a dû faire un long voyage en ville et il voulait amener ses 11 enfants. OK. Ce qu'il faut dire, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, je pense que oui. Je suis la dernière de 11 enfants. Et donc, mon père est revenu chez mes parents adoptifs. OK. Et il voulait m'amener aussi. OK. Et il voulait réunir les 11 enfants. Et là, je me suis trouvée en tout cas avec 2 constatations. Je me suis retrouvée avec une vie de famille parce que moi j'étais seule chez les gens qui t'avaient adopté. Oui, qui m'avaient adopté. Et je découvrais du jour au lendemain que j'avais une vie de famille. Donc je me retrouvais avec 11 enfants, un père. Et de la vie autour, hein? Oui, avec ce que ça implique. Évidemment, beaucoup de vie autour, petit peu centré sur moi parce que j'étais la dernière, quoique c'était vrai aussi dans l'autre famille. Et, aux surprises, je me retrouvais avec tous ces gens-là qui bégayaient. OK. Alors, moi, je faisais la découverte de ma vie. OK. Parce que j'avais jamais réalisé auparavant. En tout cas, je me rappelle pas parce que j'avais peu de contact avec mes frères et mes sœurs. OK. Mais à 9 ans, je découvrais non seulement une famille, mais je découvrais que ces gens-là bégayaient. Mon père bégayait et tous les gens bégayaient. OK. Et toi, t'avais pas. Est-ce que je trouve ça intéressant ce que tu dis. Est-ce que, en y repensant là, après plusieurs années, est-ce que tu penses que tu bégayais avant 9 ans? Mais pas que je sache. En tout cas, je me souviens pas que je bégayais avant mes 9 ans. Alors, là, je reviens à mon identité du début. Là, je me suis mis à me poser des questions. Est-ce que je suis à la bonne place, moi, là? Même si je suis chez des gens aimants qui m'aimaient beaucoup, est-ce que d'où je viens, moi, là? À qui j'appartiens? Est-ce que je garde mon nom de ma famille adoptive? Est-ce que je prends mon nom de famille biologique? Biologique, exactement. Est-ce que je suis à la bonne place? Et là, dans ma tête, là, ça a été mêlé, là. Alors, je sens que je me suis mise à bégayer. Ah, OK. Est-ce que c'était du mimétisme pour me faire accepter de ma vraie famille? OK. Est-ce que ces problèmes de langage-là seraient survenus quand même si je n'avais pas été adoptée? Est-ce les sources même, là, est-ce que si j'avais pas fait le voyage avec ma famille, est-ce que j'aurais
quand même bégayé, je le sais pas. Voilà. C'est difficile à dire, hein? Ben, c'est très intéressant. En tout cas, pour une première, ça met la table tout de suite, dans le fond, pour la continuité. Alors, on s'en va en musique avec, cette fois-ci, Sido et la chanson Mind Block. Toujours sur les ondes de CKIA 88,3 FM, l'émission Corps complice. Françoise, notre invitée d'aujourd'hui, avant la pause musicale, on découvrait dans le fond que vers l'âge de 9 ans, tu as eu un choix, tu t'es retrouvée devant un choix difficile pour une enfant de 9 ans, de choisir entre un peu sa famille biologique et sa famille adoptive. J'aimerais ça que tu développes un peu là-dessus, que tu nous amènes aussi dans ton adolescence, comment ça s'est passé. Bon, donc, après le voyage, je suis retournée chez mon père adoptif, chez mon père et ma mère adoptifs. Mm-hmm. Et là, voilà, c'est à partir de là que, et Dieu sait, ça n'a rien à voir avec les gens qui étaient autour de moi, là. C'était des gens extrêmement aimants, tendres, encore une fois, qui me voulaient du bien, qui étaient très bien avec moi. Mais il y a eu quand même énormément d'impact. Hein? C'est ça, pour les impacts, on peut dire qu'il y en a eu. Ben, je t'arrête, moi, je veux juste préciser. Dans le fond, ça veut dire que tu as choisi, toi, d'aller en voyage avec... Non, j'ai pas choisi, c'est-à-dire que c'était entendu à l'avance que je retournais chez mes parents adoptifs. Donc, tu as fait le voyage avec tous tes frères et sœurs biologiques? Un mois. Okay. Bon, et puis, c'est certain que mon père, mon vrai père, c'était entendu à l'avance que j'allais retourner, hein, tu sais, ça, OK. Oui. Bon. Donc, quels sont les impacts que ça a eu? Oui, bon, les impacts. Bon, d'abord, moi, je ne veux pas comparer les handicaps parce que, je veux dire, c'est sûr qu'une personne qui est en chaise roulante, qui ne voit pas ou qui n'entend pas, on a notre réalité chacun, là. Et puis, bon, moi, le mien est pas pire que l'autre. Mais moi, il reste que ma réalité à moi, c'était que j'avais des problèmes de langage. OK. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer combien de fois dans une journée on prend la parole? Souvent. 100 fois? 200 fois? Je ne sais pas. À moins qu'on soit complètement isolé sur une île ou qu'on soit complètement introverti. Ça, je veux dire, c'est continuel dans une journée. Hein? On s'entend. Moi, juste pour... quand je reviens, par exemple, à mon identité, le F, la lettre F, Françoise. Okay, c'est la lettre cauchemar de ma vie. Combien de fois, dans un cours à la petite école ou quand j'étais dans un groupe, alors qu'il fallait se présenter. Dire Françoise, pour moi, j'y pensais des jours à l'avance. Voilà, hein? Ouais, alors ça apporte un stress incroyable, tu sais. Une anticipation constante. Oui, parce que là, on se dit comment je vais le faire, tu sais. Lever la main dans un cours. Alors, lever la main dans un cours, ça veut dire que j'interviens. Et si je suis pas structurée, si j'ai pas structuré ma pensée, ma parole, c'est foutu. C'est bon. Donc, combien de fois je me suis assise en disant, là, regarde, on se reprendra, tu sais. Okay. Ensuite, répondre au téléphone. Moi, je n'aime pas le téléphone, parce que on ne voit pas la personne, on ne sait pas le contact qu'on a avec la personne. Bon, aujourd'hui, admettons que, ça quand même, En tout cas, de toute façon, bizarrement, c'est bizarre un peu, là, mais que ce soit socialement, en famille, la carrière, le travail, c'est bizarre, mais finalement, on dirait que ça ne m'a jamais empêché quand même de faire les choses. Okay. J'avais un bon réseau d'amis, je réussissais bien à l'école. Je sais pas si j'attirais une sorte de sympathie, j'en sais trop rien, même en famille plus tard, là, disons, je parle du couple, mes enfants, j'ai jamais senti de pression, de rire, de je sais pas moi, ou je voulais peut-être pas les voir, je sais pas trop, mais on aurait dit que ça m'avait jamais beaucoup empêché de faire mes choses.
Le travail plus tard, la carrière, les entrevues. Bon, évidemment, ça demande des longues préparations, on le sait. Je l'ai fait ici pour le... Oui, je vois tes feuilles devant, là. Très bien structurées. J'avais des bons employeurs qui venaient plutôt me chercher. Alors, donc, je sais pas, j'étais comme soutenue par une sorte de force, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que je peux dire ça. Tu as fait preuve de beaucoup de résilience, en tout cas, ça semble être en toi. En tout cas, une sorte de force, là. Voilà. Je trouve ça, j'en profite avant de nous lancer en pause pour dire que vraiment, je trouve que quelqu'un qui a une difficulté de bégaiement, de venir à la radio, c'est tout un défi. Et je trouve que ça prend beaucoup de force et de courage pour se lancer là-dedans. Alors, bravo. Et puis, je nous envoie en musique avec cette fois-ci Massila Sound System et la chanson Bouteille sous bouteille. Massila Sound System avec la chanson Bouteille sous bouteille. Donc, nous sommes toujours en studio avec notre invitée d'aujourd'hui, Françoise, qui a eu des difficultés de bégaiement là, autour, à son souvenir, bien sûr, autour de l'âge de 9 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on se dit depuis le début, alors à l'âge de 9 ans, alors, il y a un espèce de retour à sa famille d'origine, après avoir vécu dans une famille d'adoption. Il y a un petit retour, mais après ça, Françoise disait tout à l'heure qu'elle est retournée dans sa famille d'adoption. Mais elle, à ce moment-là, il y a comme un clash d'identité qui la met devant des questionnements sur qui je suis, d'où je viens, est-ce que je ressemble et est-ce que j'appartiens aux gens qui sont autour de moi. Donc, c'est un peu le portrait qu'on a. Évidemment, Françoise aussi nous disait tout à l'heure que on parle à peu près 100-200 fois par jour de façon là, approximative. Donc, pour se mettre un peu dans la peau d'un bègue, c'est que chaque fois qu'on prend la parole, là, on est confronté à cette difficulté-là. Donc, il y a toute cette difficulté, cette anticipation-là de prendre la parole. Et surtout que Françoise nous disait que elle, c'était la difficulté, c'était les F. Et elle a dans son nom la lettre F, Françoise. Donc, elle était constamment devant cette difficulté-là. J'aimerais ça, avant qu'on passe à la perception de ton corps, que tu nous dises un peu comment s'est passée ton adolescence après là, 9, 10 ans, 11 ans. Bien, mais ado, ça c'est certain qu'ado, on est déjà mêlé dans sa tête. C'est pas moi pire qu'un autre ou l'autre plus. Moi, j'avais comme une idée presque, j'étais presque obsédée par le fait que je me sentais toujours assise entre deux chaises. OK. Dans quel sens? Dans le sens que, au point de vue identité, je revoyais un peu plus mes frères et mes sœurs parce que j'étais à la même école qu'eux. OK, donc tu côtoyais tes sœurs davantage, pas beaucoup plus, mais je les côtoyais quand même plus que enfant. Entre-temps, mon père et ma mère adoptifs, de seul au point de départ, ils avaient eu 2 enfants. OK, donc tu avais des frères adoptifs. Ça changeait la donne un peu parce que, et puis encore une fois, je reviens et j'ai conscience de me répéter, c'est pas du tout parce qu'il était moins aimant, là. Mais moi, dans ma tête d'enfant ou d'adolescent, j'étais mêlée. J'étais mêlée. Alors, voilà, mais est-ce que c'était le phénomène de l'adoption? Est-ce que c'était le bégaiement? Est-ce que c'est... j'en sais rien. Un mélange de tout ça? Oui, vraiment, un mélange de tout ça. Et à 12 ans, mon père a décidé de revenir me chercher. Ah, OK, donc tu es retournée dans ta famille biologique à l'âge de 12 ans. Oui, voilà, 12 ans, oui, et là, voilà, là, j'étais pas mêlée, j'étais surmêlée. OK, donc c'est venu encore accentuer la confusion. Oui. Maintenant, j'ai jamais pu faire le poids entre le fait de bégayer et le fait d'être adoptée. J'en sais rien. Si j'avais pas été adoptée, est-ce que j'aurais bégayé pareil? J'en sais rien. C'est difficile à dire. Hein? Voilà. Ouais. OK. Et puis, bon, alors c'est intéressant. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment des transitions dans ta vie, des passages dans ta vie qui sont dramatiques ou qui sont un choc pour un enfant de traverser ça. À quelques reprises. Et moi, la perception, donc la perception, donc dans ma tête d'enfant, d'ado, c'était pas léger, hein, on s'entend là-dessus, là. Et comment, j'ai
j'ai réussi à... Bon, moi, je crois que la perception de soi-même, c'est lié à l'estime de soi, le bégaiement aussi. J'ai eu très jeune la notion d'effort. C'était probablement pour me faire aimer. Je suis plutôt du genre à donner plus que le client en demande. OK? Là, même chez mes enfants, là, regarde, j'ai pas besoin d'en faire tant que ça, là. OK? On s'entend. Sauf que les défis, ça amène des réussites, ça amène des erreurs, ça amène des échecs, mais ça amène des réussites. Et les réussites, ça augmente l'estime de soi. Tout à fait. Bon, je vais juste vous donner 2-3 exemples qui sont complètement fous, mais c'est ma vie, hein, que vous voulez. Je me suis inscrite à un concours oratoire, j'avais une quinzaine d'années. Je bégayais comme une perdue. Et voilà. Qu'est-ce qui te motivait à ta... je veux dire, les gens venaient me chercher, les religieuses chez qui et me disaient toujours, t'es capable. J'allais souvent dans les séances qu'on appelait, moi j'ai au-delà de 60 ans, alors on faisait des petites pièces de théâtre. Moi j'étais toujours de celles qui avaient eu un des rôles principaux. Là, je sais pas pourquoi moi. Dans mon travail, j'ai même donné de la formation à des gestionnaires de documents. J'ai même enseigné. Est-ce que tu crois... Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu crois que le fait que les gens te voyaient bégayer comme ça, est-ce que, avec le recul bien sûr, est-ce que tu penses que c'était une façon pour eux de t'aider à surpasser cette difficulté-là? J'ai toujours, je vous dis toujours, été entourée de gens qui m'ont... beaucoup, souvent, qui m'ont été sympathiques. Et moi, ça m'aidait. Parce qu'ils me faisaient confiance. Et que ce soit avec le conjoint, avec les enfants, mais le prix à payer, je vais vous le dire, c'est le stress. Je suis pas quelqu'un de détendu. Et voilà. Et on s'arrête là-dessus et on y revient après la pause musicale, mais on est rendu à notre chanson que tu nous as apportée. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la chanson que tu nous offres aujourd'hui? Bien sûr. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Alors, j'ai planté un chêne de Gilles Vigneault. Alors, on a une histoire de famille avec Gilles Vigneault. D'abord, c'est un grand poète, mais c'est aussi un des penseurs les plus avertis du Québec, qui aide à notre identité. Moi, je reviens à mon identité. Alors, j'ai planté un chêne, si vous écoutez bien les mots. Alors, j'ai planté un chêne au bout de mon champ. C'est tout l'effort que j'ai fait pour le langage, pour le problème. Beaucoup de travail, beaucoup d'essais et erreurs, mais ça va. Le deuxième couplet, le bien le plus précieux, ce sont mes enfants. Là, une petite émotion. Et voilà, le roi et la reine perdront leur mana. En fait, c'est les illusions. Il faut un petit peu qu'on en laisse passer. Il faut accepter ses limites. Et puis, sœur et capitaine sur mon bâtiment, mais c'est l'histoire de ma vie aussi. Capitaine. Oui, il y a comme une histoire de voilier, je pense, derrière ça. Alors, on écoute donc Gilles Vigneault avec la chanson « J'ai planté un chêne ». Gilles Vigneault avec la chanson Le Chêne qu'on vient juste d'entendre. Nous sommes toujours à l'émission Corps Complice en compagnie de Jean-Bernard Drapeau, Judith Petitpas et Françoise, notre invitée d'aujourd'hui qui a bégayé une bonne partie de sa vie. Françoise, donc on a fait un portrait assez large de ta vie depuis ton enfance et tout ça. Alors, si on arrivait dans le fond à les réflexions que tu as faites pour composer avec la difficulté, quel sens tu donnes à cette difficulté-là dans ta vie? Bien, j'ai essayé d'avoir des solutions. Enfin, j'ai essayé, on s'entend bien. Essentiellement, moi, j'ai trouvé, en tout cas à 3 niveaux. Évidemment, dans le temps, dans les années 50-60, on n'avait pas d'aide, on n'avait pas, on n'avait pas d'orthophoniste, on n'avait pas d'association de bègues, etc. Enfin, le handicap qu'on avait, que ce soit ça ou autre chose, on devait s'organiser avec, on s'entend là-dessus. Alors, moi, j'ai trouvé 3 choses. D'abord, je me suis observée, j'ai réfléchi et je me suis mise au travail. OK. Bon. Alors, m'observer. Alors, ça voulait dire quoi dans ma tête, ça? Là, j'étais plus rendue comme adulte, on s'entend. Alors, dans quelle situation je bégaye? Avec qui je me sens le plus vulnérable? Avec quelle personne, par exemple? De quelle
quelle manière je bégaye? Est-ce que, par exemple, est-ce que je bloque? Est-ce que j'hésite? Est-ce que je répète? Est-ce que je prolonge le son? Il y a 1000 façons de bégayer. Et je l'ai dit tantôt, tous mes frères et mes sœurs bégayent. Ils s'en sont très bien sortis. Chacun a sa manière de bégayer. Et puis chacun a trouvé sa façon de faire avec. Bon. Alors, en réfléchissant, bon, évidemment, j'ai réfléchi. Bon, alors, ça m'est apparu qu'il y avait 2 évidences. La respiration et les émotions. OK. Intéressant, ça. Ouais. La respiration, ben ça, c'est vraiment, là, c'est capital. Me mettre au travail, je me suis mise à nager. Oui, OK. J'ai fait... Qui contrôle la respiration. Bon, le rythme, hein. J'ai pris des cours de chant. Je me suis mise dans une chorale parce que le chant, ça aide beaucoup. Encore une fois, c'est la respiration. Et puis, j'ai accepté l'aide de gens autour de moi. Quand je bloque sur un mot et que les gens le connaissent, le mot, ben, ils m'aident à le dire. Au lieu que ce soit moi qui roche, ben, c'est eux qui m'aident à le faire. Et j'aime bien quand les gens sont autour de moi et avoir la sympathie des gens qui me disent le son, je veux dire, à ma place. Moi, ça me libère. Et puis, eux, ben, je suis sûre qu'ils sont bien contents de m'aider. Ben oui, voilà. Et puis on s'en va en musique, mais juste avant d'aller en musique, j'avais envie de dire que dans le fond, le bégaiement, ça ne se guérit pas. Le bègue un jour, bègue toujours. Ça, c'est comme alcoolique, je crois. Je veux pas quand même insulter les gens, mais le bègue, c'est comme ça. Tu vas toujours bégayer dans ta vie. Il suffit de trouver des moyens pour essayer de moins bégayer. Et puis, de bien respirer, enfin, on trouve chacun nos moyens. Alors, sur cette belle phrase, révélation, on va en musique avec le groupe Fanfare Tchoukharlia et la chanson Yag Bari. Fanfare Tchoukharlia avec la chanson Yag Bari. Donc, on arrive, on se dirige tranquillement vers la fin. Avec tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Françoise, comment tu réussis à accepter le corps que tu as, à t'en faire ton complice? Comment tu réussis à composer avec cette difficulté-là du bégaiement? Bien, alors, en tout cas, moi, ça a été un long, très, très long cheminement. Là, ça a l'air rien, là. Mais je vais avoir les nerfs, du coup, en charpie demain. OK, on s'entend, là? C'est très physique. Hein, alors, c'est très, très physique, hein, le bégaiement. Alors, bon, donc, je vais aller assez rapidement. Moi, ça a été un long cheminement, encore une fois, un combat, essentiellement en 3 points. D'abord, j'ai appris à être indulgente envers moi-même, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt du genre à en donner un peu plus qu'on en demande. Alors, j'ai été très sévère avec moi-même, mais souvent on s'en demande beaucoup dans la vie. J'ai essayé d'apprendre au cours des années à me dire bof. Je me souviens des années sur mon bureau de travail, j'ai mis en début d'année, j'ai pris comme résolution bof. J'ai écrit 3 lettres, B-O-F, en voulant dire, bah écoute, regarde, relax, le monde ne va pas tomber. Okay? Donc tu avais une tendance à être sévère envers toi, mais tu t'es dit, je vais être indulgente. Je vais essayer d'être indulgente envers ce pauvre petit problème de bégaiement qui n'est pas la fin du monde non plus. OK? Deuxième affaire, j'ai appris à me faire confiance. Parce que, là encore, avec mes larges épaules, j'ai l'air de mener le monde. C'est pas vrai. OK? Alors, et j'ai lu récemment un article sur Isabelle Boulay, et qui disait qu'elle avait mené sa vie avec, bon, en tout cas une phrase qui l'avait aidé beaucoup, et qui venait d'un vieux pêcheur qui disait changer ses préoccupations en occupation. Oui. Et ça, là, moi, là, ça a été comme un coup de fouet, parce que c'est tout à fait moi, ça, dans ma vie. Je suis pas trop introvertie, mais quand j'ai des préoccupations, ben, je travaille, ou je m'occupe, ou je lis, ou je fais toutes sortes de choses, et puis, ben, finalement, j'oublie
peu mes préoccupations. Donc, j'oublie que finalement, c'est un bien petit problème comparé à bien d'autres. Bon. Et puis, troisième chose, je me suis fait complice de la bonté des gens. Ça a l'air un cliché, cette affaire-là. Eh bien, je suis entourée de gens qui sont exemplaires. Entre autres, je pense, par exemple, à un monsieur qui a été décompté à 25 ans. Il va se reconnaître s'il est là. Bon, enfin, c'est pas très grave. Il a été décompté à 25 ans. Il en a 80. C'est un exemple de dynamisme et de vitalité. Il a encore des projets. Je suis entourée d'une personne qui a une jambe qui n'est pas en très grande forme et que toute sa vie, elle en a souffert et on n'en a presque jamais entendu parler. Mm-hmm. Et je suis avec aussi quelqu'un pas très loin de moi qui a absolument aucune mémoire et qui a cumulé les diplômes universitaires comme on voudrait bien. Ben, faut le faire, ça. Faire des diplômes universitaires sans aucune mémoire, faut le faire. Et donc, j'ai réussi à me faire j'ai des complices, non seulement de mon corps, mais finalement des gens qui sont autour de moi et qui sont aussi exemplaires. Oui, ben oui. Ben voilà. Alors, pour la dernière fois durant cette émission, on vous envoie en musique sur cette émotion quand même. C'était très émouvant aujourd'hui ton témoignage. Alors, on y va avec Pizzicato 5 et une chanson qui s'appelle Mon amour Tokyo. De retour à Corps Complice, on vient d'entendre Pizzicato 5 avec la chanson Mon amour Tokyo. C'est déjà la fin de l'émission, on est à notre conclusion. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on parlait du bégaiement, on recevait Françoise qui est retraitée du domaine de la documentation et de la gestion des études à l'Université Laval. C'est une femme qui a été atteinte de bégaiement dès son jeune âge. Françoise, vraiment, je trouve que ça prenait beaucoup de courage pour se présenter devant un micro de radio alors qu'on a un problème de bégaiement. Je remarquais que tu étais très structurée. Ce que j'en comprends, c'est que ça t'aidait dans le fond à maîtriser ton bégaiement. Puis que tu faisais aussi preuve d'une grande maîtrise de soi. Tu sais, tu disais que tu allais être raqué du coup demain matin. Mais tu sais, on sent que vraiment c'est un effort pour toi qui, avec autant d'expérience derrière toi, est bien maîtrisé quand même. Alors vraiment, je te félicite. Je te remercie d'avoir été ici. Est-ce que tu as un mot de la fin? As-tu quelque chose sur lequel tu voudrais conclure? Ah ben, je pense que le bégaiement, c'est d'abord la respiration. OK? On s'entend. Si on arrive à avoir un certain contrôle de ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de faire. Maintenant aussi, puis dans le fond, là, c'est pas le bout du monde non plus, là. Regarde, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont pires que ça. Et puis, regarde, je pense qu'il faut relativiser les choses. Donc, avec l'expérience que toi, t'en es arrivé à dédramatiser un peu la situation. Exactement. OK. Alors, merci beaucoup, Françoise, atteinte de bégaiement. Merci à Jean-Bernard Drapeau, à la console et au choix musical. Merci aux auditeurs. La semaine prochaine, nous avons une table ronde sur l'odorat avec 2 invités, un homme et une femme. Je rappelle que je suis Judith Petitpas qui est au micro. Je vous invite à 18h à écouter l'émission Jazz Bazar sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Donc, vous êtes à l'émission Corps Complice tous les dimanches de 15h à 16h. On vous laisse avec le thème musical de Charles Papassoff et on vous dit à la semaine prochaine.